Aujourd'hui, le mouvement altermondialiste que vous revendiquez, ce mouvement n'a pas de lien véritable avec, ne connaît pas ces liens avec votre génération qui a mené les luttes de libération nationale et qui a décolonisé des continents. Il y a une coupure et c'est une des raisons pour lesquelles je tente de faire ce film. Je tente de rappeler ce qu'est l'anticolonialisme. Les gens ont oublié ce qu'a été la colonisation. Les gens ne savent plus ce qu'était la colonisation. Donc ils ne savent pas ce que vous avez porté. Parce que ceux qu'ils ont élus font un peu la même chose que les colonialistes. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont permis à une poignée de gens, finalement, de subtiliser la mémoire. Toutes les richesses, la mémoire des gens. Oui, mais ça c'est vrai de l'Algérie, c'est vrai de la France, c'est vrai absolument partout. C'est très frappant. Je vous assure que c'est ma motivation, c'est la raison pour laquelle je voulais tellement vous rencontrer, c'est qu'il est très difficile de transmettre aux jeunes générations ce qu'a fait la vôtre. C'est-à-dire, d'abord parce que vous parlez peu. Vous parlez peu. Je sais que je vous embête depuis plus d'une heure avec mes questions. Il est très humble. Mais votre génération est une génération silencieuse. Et c'est une génération qui pense qu'elle n'a pas réussi à la décolonisation au point de faire des pays socialistes. C'est vrai qu'il y a une partie du rêve de cette époque-là, de l'arbatage, de l'autogestion, des comités, de tout l'enthousiasme qu'il y avait. Il y a une partie qui s'est effondrée, il y a des raisons à ça, mais il y a quand même une victoire de la décolonisation. Et c'est votre génération qui l'a fait. Mais vous le revendiquez peu. Moi, je crois que nous n'avons pas pu faire. Nous ne pouvions pas faire prospérer ce que nous avons créé ici, si on laisse le système mondial debout, je vous dis franchement. Je ne crois pas. Il y a trop d'armes contre nous. Quand nous vendons actuellement, soi-disant nous sommes libres, mais quand nous vendons, c'est le Nord qui fixe le prix, de ce qu'ils vendent et de ce qu'ils nous achètent. C'est lui. La moindre petite chose, c'est le Nord, c'est l'ONU. Hein? Qu'est-ce que c'est l'ONU? La race rouge, où elle est? Les États-Unis. Et comment on pourrait obtenir que la dette... C'est une race qu'on a liquidée. C'est une race? Les rouges. Les Indiens. Ah, les peaux rouges, les Indiens. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il vient de faire là-bas, monsieur Bush? Tu n'as pas vu ton tête, toi. Non, mais je suis tellement passionné par Joubabonté. Quand on fait une réflexion, il faut la faire totale. Moi, je vous dis franchement, le monde sur lequel il y a un grand absent, c'est l'homme rouge. Monsieur Bush est un intrus là-bas. Et les autres, il est blanc comme moi. Et les rouges, où ils sont? Ils ont été exterminés. Eh oui, une race a été exterminée, vous savez. Alors comme ça, ils sont dans la mémoire. Par exemple, à Cuba, où on a exterminé les Indiens, ils se sont quand même mêlés dans le sang cubain, et ils sont dans la mémoire de l'île. C'est la plus légère des substitutions qui a été chez les autres, c'est le système international, c'est le PIB. Dans les autres pays du monde. En Amérique du Nord, ils ne se sont pas mélangés. Ils ont périclité, ils ont disparu. Mais même en Amérique du Sud, qu'est-ce qu'il reste des rouges? Des Indiens? Des Indiens. Quand même, il reste le Mexique. Beaucoup plus. Il reste le Mexique, il reste le Pérou. Mais ce n'est pas le Mexique un peu, etc. Mais ce n'est pas eux qui dirigent. C'est leur pays. Le Nord comme le Sud, c'est la race rouge. C'est les Espagnols qui dirigent. C'est ce qui reste de l'Espagnol. Ça commence avec l'Espagnol, oui. Mais les autres aussi, les autres pays aussi. Quelle place ont-ils, les Amérindiens? Moi, je suis dans une ONG qui les défend. C'est la plus importante des choses pour moi.
Ils ont été exterminés, une race a été exterminée. Une race exterminée par les Blancs. Ah oui, Mais ça, c'est pas par racisme que je dis ça, non. Le racisme, c'est la plus vilaine des choses qui existent. C'est vrai que la race rouge, elle a été exterminée, qu'elle ne fait pas partie de... Voilà. Monsieur Lamoudi m'a raconté que vous aviez dit à Che Guevara, avant qu'il parte en Angola, Au Congo. au Congo, pardon, oula, avant qu'il parte au Congo, qu'il aurait du mal à s'imposer en tant que dirigeant révolutionnaire, parce que l'homme blanc avait fait tellement de mal à l'homme noir. Je l'ai aidé pour aller, il est venu ici. C'est le meilleur homme que j'ai rencontré, moi, dans ma vie. Mais je lui ai dit, tu sais, ne va pas surtout en tant que blanc, voilà. Il a tellement fait mal, le blanc, moi je suis un blanc aussi, qu'ils ne vont pas croire en toi, voilà. Et il a eu des difficultés, énormément de difficultés, là où il a été. Voilà. Mais moi je crois que c'est le meilleur homme blanc que j'ai rencontré. Vous l'avez dit dans un livre, l'homme le plus accompli. Oui. Le plus accompli. Oui, pour moi c'est le meilleur. Vous disiez que lorsque vous étiez emprisonné, souvent vous regardiez sa photo et que ça vous remontait le moral. Oui. J'ai offert un livre à mon fils, Che Guevara, et vous dites ça dedans. C'est le meilleur homme que j'ai rencontré dans ma vie, sincèrement. C'est une personnalité impressionnante, hors du commun. Extraordinaire. Il a gardé un rayonnement très très fort. Oui. Il est venu ici, je l'ai vu ici, etc. Et on a discuté d'un tas de choses. Mais je dois quand même rendre hommage à Cuba, à Fidel. Finalement, ce qu'ils ont fait, ce qui a été le mieux fait de l'histoire humaine, je crois. Surtout la résistance à 40 ans de blocus. Oui, ben c'est ça. Oui. Et quand Monsieur le Président dit « j'ai discuté avec le Che », ce qu'il omet de dire, c'est que leur discussion, la discussion la plus brève, c'était 4 heures. C'était 6 heures, 8 heures, ils oubliaient de manger, ils oubliaient. Et ça discutait, ça discutait, ça discutait. C'était... Une autre anecdote, lorsque Monsieur le Président s'est rendu à Cuba la première fois, dans des conditions, disons, rocambolesques, puisque le président Kennedy ne voulait pas que le président Ben Bella se rende. Non, il m'a dit, les Cubains qui étaient à... Les anticastristes à Miami. Ils sont capables de descendre mon avion. Oui. Oui, il m'a dit ça. Il m'a dit, et je lui ai dit, eh bien, puisque vous me parlez comme ça, je vais vous parler comme un peu les gars. Je vais aller là-bas et dites-leur de tirer sur mon avion. Je suis sage. Oui, là, c'est parce que c'était vilain, enfin, tout là. Ils descendent si bas, mais vous savez, bon, ceux qui sont adultes. Les anticastristes. Vous êtes dans une ville. À Miami. Miami. Ils étaient concentrés sur Miami. Ils ont mal choisi leur terrain parce que vraiment, Miami, c'est pas la ville la plus pour des révolutionnaires. Et donc, je vais aller, dites-leur qu'ils me descendent, voilà. Puisque vous me dites ça, je suis un peu le gars, ben voilà. Et quand son avion a atterri à La Havane... Il m'a dit, allez à La Havane, mais allez dans n'importe quelle capitale, mais pas à partir des États-Unis. Des États-Unis, voilà. Je lui ai dit, je n'irai pas dans une autre capitale. Je suis venu à l'ONU qui jouit de l'extraterritorialité. Je ne suis pas dans les États-Unis, donc c'est de là que je parle. Je tiens justement à consacrer que ce n'est pas le territoire des États-Unis. Et donc je pars de là. Et l'avion atterrit à La Havane, un accueil. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes gens aujourd'hui qui se passionnent pour les mouvements révolutionnaires dans l'histoire? Moi j'ai un fils comme ça, il se passionne pour les mouvements révolutionnaires. C'est qu'ils ne soient pas prisonniers des cadres idéologiques, voilà, de certains, etc., qui restent libres de penser, voilà.
qu'ils ne se vantent pas leur moi facilement, voilà. Qu'ils ne se laissent pas embrigader par voilà. Des carcans idéologiques. Vous savez que là, pour le coup, si je puis me permettre de vous dire ça, les carcans idéologiques, ils sont plutôt mous et flous Oui, maintenant pour la Je jeunesse. suis contre ça. Ils ont explosé, ils sont plutôt à la recherche de repères. On a commencé, je vous dis, lorsqu'on a parlé de PIB et qu'on a laissé tomber pour parler de développement humain. Mais qu'on le fasse réellement. Voilà. Moi, je ne vois pas quelque chose qui nous mène facilement à ça, etc. Mais il faut absolument que ce ne soit pas une idée économiste. Moi, je dénonce l'économiste actuel. Je la dénonce, elle est réductrice, etc. Et de dépasser ça, de dépasser le cadre des théories que nous connaissons, notamment le PIB, etc. Mais vraiment, le développement humain, réfléchir à fond sur ça, oui, c'est l'homme qui est important, c'est pas le produit intérieur brut, c'est ce qui est humain, mais l'homme, la femme, etc., ce qui est vivant, je veux dire. Voilà. On peut conclure là-dessus, hein. C'est puissant. Comment obtenir que la dette de l'Afrique soit remise? Je voudrais simplement, puisque le mouvement anticolonialiste également est un des thèmes que tu veux développer, je voudrais dire une chose. On a parlé de Marnia, là où on a formé les premiers leaders africains, dans le village natal de Monsieur le Président. Ils ont été tous formés à Marnia dans un petit... C'est mon village, c'est un petit village de rien du tout. Mais Mandela, Samora Machel, Amilcar Cabral, Chissano, Eduardo Mondlane. Bon, mais je voudrais également rappeler, lors de la création de l'organisation de l'Union africaine en mai 1963, et tous les participants voulaient créer une banque. La banque de développement, la banque. Et Monsieur le Président, là je préfère que, parce que vraiment, je ne saurais pas expliquer comme le ferait, ça a été un moment extrêmement fort de prise de conscience. Et Monsieur le Président prend le discours qu'on lui avait préparé, le met dans la poche, et intervient, improvise, laisse parler son cœur et son esprit révolutionnaire, et il confirme son accord pour la création d'une banque, mais la banque du sang pour libérer l'Afrique. Il insiste, oui, créons une banque, mais la banque du sang pour parachever la décolonisation de l'Afrique, parce qu'à l'époque, plus de la moitié du continent africain était encore sous le joug du colonialisme ou de l'apartheid en Afrique du Sud. Et la banque du sang, c'est une vision symbolique. Aujourd'hui, ce qui serait la banque du sang par rapport à l'Afrique, ça serait d'abolir la dette extérieure de l'Afrique. Par exemple. Ça serait d'obtenir ça. Oui, aujourd'hui, l'Afrique, disons, petit à petit, mais il y a la dette. Elle était colonisée. Il y a la dette, il y a le système mondial, le système économiste, laisser faire, laisser passer, etc. C'est ça qu'il faut liquider. C'est ces idées-là, laisser faire, laisser passer, la compétition, etc. Et finalement, qui nous enserre dans un système qui est un système de domination non déclarée mais réelle. Absolument réel. Voilà. En fait, la dette n'est pas à supprimer. Il supprime le service de la dette. Il y a des dettes qui ont été payées 5, 6, 7 fois par le service de la dette. C'est absolument d'une immoralité inqualifiable, si j'ose m'exprimer de la sorte. Évidemment, il reste les problèmes internes à l'Afrique, la bonne gouvernance, etc. Il faut approfondir l'idée, le produit intérieur brut, là. Il faut approfondir cette idée, là.
il existe par des voies détournées. Absolument. On n'a pas liquidé. Non, non. On a parlé C'est vrai, moi je pense que ça a été une révolution dans les mots, mais pas dans les faits. Lorsqu'on a parlé de produit intérieur brut, on l'a remplacé par le produit, le développement humain. Le développement humain. Voilà le combat et non pas du produit intérieur brut. C'est l'homme. Et automatiquement, normalement, ça n'a pas terminé encore, mais je pense, finalement, on va aller là. Ce qui est devenu essentiel, c'est autre chose. C'est l'éducation nationale. Ce n'est pas le produit intérieur brut, c'est l'éducation nationale. C'est celui qui va à l'école. Puis ensuite, il va au collège, et ensuite, il devient chercheur. Donc, c'est là qu'il faut piocher. Oui. C'est l'éducation nationale. C'est là qu'il faut investir. Voilà. On a ouvert une petite porte à date, mais on n'a pas complètement appliqué le contenu du développement humain. C'est l'homme qu'il faut développer. Et dès l'instant où on parle de développement humain, c'est l'homme conscient, c'est pas l'homme adepte. Donc il faut l'instruire. Il faut qu'il aille, il faut qu'il ait son bac, mais il faut qu'il aille à la recherche scientifique. Voilà. L'éducation nationale. C'est une révolution qui a été prononcée, qui n'ont pas exécutée. Voilà. Le plus l'essentiel dans le développement, c'est l'éducation nationale, c'est l'école. C'est le collège, c'est le lycée, c'est après la recherche scientifique. L'éducation nationale, c'est ça. Ça, c'est la révolution qui vraiment a été faite. C'est ça. On est passé de l'homme, le PIB, produit intérieur brut économique, à l'éducation nationale. C'est un mot d'ordre qu'on lit à Cuba sur les murs. C'est es culto, es libre. Voilà. Tu es cultivé, tu es libre. C'est l'éducation nationale. L'éducation nationale. On peut remonter jusqu'à Victor Hugo, que je n'aime pas beaucoup parce qu'il était coloniste. Quand on disait ça, mais qui disait ouvrir une école, c'est fermer une prison. C'est l'éducation nationale. Victor Hugo, il a quand même écrit un très beau texte sur les esclaves antillais, qui s'appelle Les Nègres Marrons de la Liberté. D'accord. Yurbal, très beau texte. Oui, mais concernant l'Algérie, il était quand même pour civiliser ces sauvages. Ah bon, je résume. Oui. Et il y en a beaucoup comme ça, les écrivains français. Même Karl Marx, lui-même, qui a séjourné en Algérie. Ah bon? Oui, en 1895. C'est un scoop, monsieur. Il y a des lettres, absolument, qu'on peut retrouver, où il justifiait le colonialisme en disant, bon, on dit maintenant les bienfaits du colonialisme, parce que Marx a séjourné à Alger. Oui, il a séjourné. Il avait des problèmes pulmonaires. Il avait les poumons touchés. Et à l'époque, on considérait que le climat d'Alger était très propice, très sain pour les pulmonaires. Et Karl Marx a séjourné à Alger, du côté du Hamas, qu'on appelle le ruisseau, dans une pension de famille, rue Montfleury, et il écrivait et il disait qu'effectivement ces Arabes ont besoin d'être pris en charge, on peut retrouver ces lettres, on peut retrouver ces correspondances. Donc voilà, je ne suis pas anti-marxiste. Non. Mais je ne suis pas marxiste non plus. Bon. C'est drôle parce que ça va déterminer, mine de rien, toute la politique des partis communistes, et en particulier du Parti communiste français, qui n'a pas soutenu... Mais qui était à côté. Qui était complètement à côté de la plaque. Qui était à côté. Le secrétaire général issu juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ben, ils ne s'en souviennent pas. J'oublie son nom. Maurice Thorez parlait de l'Algérie nation en formation. Oui. Et alors, c'est quand même fou. Et en 1954, aussi bien le PCA que le PCF étaient contre la lutte de libération, il faut le dire. Il a fallu attendre 1956 pour que le PCA, et encore pour certains, mais le PCF, tout militant du PCF,
Et Maître Mathieu en sait quelque chose. Exclu. A été exclu. Exclu pour double appartenance. Voilà. Et ils étaient très durs. Et aujourd'hui encore, que je parle de ça avec des militants du Parti communiste ou même des sympathisants du Parti communiste français, ils ne veulent absolument pas le reconnaître. C'est dire à quel point la guerre d'Algérie est maltraitée en France. Ils ne veulent pas, ils disent c'est pas possible, mais non. Alors comme souvent, les porteurs de valises et les gens qui ont aidé le FLN venaient du Parti communiste français. Ils se réclament, ils disent mais lui c'était un des nôtres. En tant que dissident, tout à fait. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Mais en France, il est très difficile de rappeler ça. C'est-à-dire que quand je dis que c'est ma génération qui a ce travail de transmission et de creuser et d'interroger... Viviane, on peut aller plus loin, hein, sans faire le procès, mais simplement pour l'histoire. Rappelons-nous que le député du Parti communiste ont voté les pouvoirs spéciaux pour Guy Mollet. Oui, bien sûr. C'est une vérité historique. Et Mitterrand. Bon, ça s'est passé au mois de mars. Dès le mois de juin, ils sont revenus, mais ils ont voté les pouvoirs spéciaux qui nous ont donné Massu, qui nous ont donné tout ce qu'on a vécu. Mitterrand, en tant que ministre de la Justice, c'est lui qui a répondu à la première revendication, une des premières revendications des ultras ici en Algérie, à savoir l'exécution des peines capitales. Et c'est lui qui a signé les premiers ordres, disons, d'exécution capitale. C'est Mitterrand, ministre de la Justice. C'est Mitterrand, ministre de l'Intérieur, qui le 2 novembre 1954 a déclaré un seul mot, la guerre. La seule négociation, c'est la guerre. La seule négociation plutôt, voilà, exactement. La seule négociation, c'est la guerre. Donc, très, très difficile. C'est Mendès France qui a dit... Si on ne m'a pas coupé la tête, moi, quand j'étais arrêté, je vais vous dire, c'est parce que j'ai la médaille militaire pour fait de guerre exceptionnelle. Il a fait c'est la plus haute. Monte Cassino. Nous étions à peine 8 en France à posséder ce truc. Moi, si je ne suis pas mort, ce n'est pas de ma faute. Hein. Et c'est De Gaulle en personne qui lui a accroché. Moi, je me suis battu pendant des mois. Moi, j'étais dans une chambre et les Allemands. Ils étaient dans notre chambre, dans la même maison. Est-ce que tu as vu le film Indigène? Le film Indigène, non, je ne l'ai pas vu finalement. Il faut le voir. Alors, le personnage de Abdelkader, c'est moi. C'est vous. C'est le président de l'État. Vous savez, Monsieur le Président, moi je suis né, je ne sais pas si Mourad vous l'a dit, je suis né dans la nuit du 1er au 2 novembre 1954. Et mon père est rentré dans la chambre où je venais de naître en déposant les journaux et il a dit à ma mère « Les frères algériens viennent de déclencher l'insurrection armée ». Je m'en souviens. C'est quand même important quand on entend son père dire ça. Alors depuis que je suis née, je suis habituée à regarder le peuple algérien comme un grand peuple. Et je pense que vous pouvez être fiers vraiment, même s'il y a des choses qui vous font souffrir et qui vous ont fait souffrir, vous pouvez être fiers parce que nous on est fiers de vous. Moi je ne veux pas y aller. Des discussions sur des termes voilà. Je sens très fort, je sens qu'on n'a pas tout dit, on n'a pas dit toute la vérité, je le sens ça. Et ça me fait mal. Mais je ne veux pas seulement remettre ça, je ne veux pas remettre ça. Non mais je dis vous, ce que vous avez à transmettre de l'histoire, il y a une fierté, il y a une fierté. Toute votre génération, même si vous avez été, il y a une phrase qui me revient souvent depuis que j'ai commencé ce film. C'est une phrase de Lénine qui dit « La révolution n'est pas un dîner de gala ». Oui. La révolution n'est pas un dîner de gala. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de forcément joli. Mais quand même, c'est... Monsieur le Président compte 25 années de prison. Oui. Ça se dit facilement 25 ans.
Ça se dit pas Ça facilement. se dit, Non. c'était Le quart d'un siècle. le quart d'un Le quart d'un siècle. Mandela, 27 ans. 27. 27 ans. Oui, je l'ai très bien connu, c'est moi qui l'ai entraîné. Il allait manger le couscous chez la maman du président. À Marnia? Oui, Oui. puisqu'elle vivait à Marnia. C'est bon? Eh bien, vous voulez, je peux vous dire que j'ai un petit garçon de 14 ans. Ouais. Eh bien, il dit que de tous les héros de l'indépendance et des révolutions du XXe siècle, il aime beaucoup Che Guevara, mais celui qui l'impressionne le plus, c'est Mandela. Ah, oui. Et pourtant, Mandela a passé 27 ans en prison. Oui, mais Il dit, c'est quand même quelqu'un. il faut Il les dit, faire, hein. ah, c'est impressionnant ce qu'il a fait. Il faut les faire. Il sort intact. Il sort intact. Pour faire quelque chose, il faut le faire, hein, sincèrement. Je l'ai entraîné, mais là c'est moi. Et À Marnia. vous l'avez entraîné militairement? Militairement. Oui, Oui, la formation militaire, c'est faux papiers, c'est vrai faux papiers. Oui. Ah, c'est un petit peu ce qui est dit dans le film. On avait un système qu'on a créé spécialement. J'y étais. Ah oui, il fallait faire ça. Quel Pourquoi il va système? bouger s'il n'a pas... Les faux papiers, les armes. Les vrais faux papiers. Mais aussi vrai que les meilleurs, étaient chez moi. Les meilleurs faux papiers. Les meilleurs faux papiers étaient Oui, chez vous? oui. Et il n'y avait Il fallait pas ça, un il fallait seul ça. militant africain qui mettait les pieds à Alger et qui ne repartait pas satisfait dès l'instant où nous étions convaincus que réellement il était prêt à lutter pour l'indépendance de son pays. Aucun. On a créé un véritable... J'ai fait venir, comment il s'appelle, اللي قلت لك خونا Raptis? Raptis. Oui. Raptis était dans ce système-là. Oui. Pour lui, c'était un spécialiste. Parce que pendant la guerre de libération, nous avons acquis effectivement une expérience de lutte, de clandestinité, C'était ce grec-là dans Pablo. Oh, Pablo. Pablo Raptis. Moi, j'en ai toujours entendu parler comme Pablo. Pablo, ça s'appelle C'est Pablo Pablo. Raptis. C'était son nom de guerre, Pablo. Pablo, son nom de guerre. Son nom de effectivement. guerre. Et il était au conseil au bureau national pour l'animation du secteur socialiste. Exactement. Avec Mathieu, avec mon père et avec Harbi, Mohamed Harbi, Oui. que j'ai rencontré à Alger. Oui. Moi, je suis heureux que j'ai pu faire quelque chose, mais pour quelque chose de beaucoup plus vaste. Pour l'Afrique d'abord, puisque j'étais là, pour ces Noirs, vous savez, bon, qui ont été marqués au fer rouge, etc. Et puis pour d'autres, je suis très heureux d'avoir été très près de Che Guevara, de Fidel, comme des frères. Moi, j'ai rencontré les meilleurs hommes. Oui, vous avez rencontré des gens tout à fait remarquables. Oui, tout à fait. Il parle de QV, je reprends ce terme. Alors, les Jamal Abdel Nasser, Wow. les Nkrumah, Wow. les Sékou Touré de l'époque, Wow. les Modibo Keïta, Oui. les Milton Obote qu'on oublie, et Tout cela, qui tout étaient, cela, oui. tous ces gens ont été absolument extraordinaires, ont apporté une impulsion. Modibo Keïta faisait presque 2 mètres, vous savez. C'est toujours... Immense. Oui. Bâti comme une statue. Presque 2 mètres. Ce qui se passe dans la deuxième partie, ce qui se passe dans la deuxième partie du XXe siècle, alors déjà la première c'était énorme, mais dans la deuxième partie du XXe siècle est une histoire tellement forte Ah oui, et tout à tellement fait. pas digérée Tout à que fait. nous, nos générations, ont l'impression d'avoir des ballots Oui. et des dossiers et une espèce d'héritage avec des choses épouvantables, des massacres, des révolutions, des choses magnifiques et qu'on a un tri à faire. Mais il reste des choses magnifiques quand même. Il reste des choses Les belles choses ont magnifiques. été faites en histoire. Et je pense les meilleurs hommes aussi, sincèrement. Je ne sais pas les jeter parmi eux, etc. Mais je pense, sincèrement.
ceux qui ont voulu changer ce monde-là à ce moment-là, qu'il y avait il était tellement pesant, il était tellement sauvage, il était tellement... Je pense que ces hommes-là méritent qu'on leur dise merci, c'est tout. J'étais là-bas quand on a fait sortir Borjo. Borjo. C'est Borjo, il avait je ne sais pas combien de banques, etc. Et celui qui a été, c'est Medagri. Le ministre de l'Intérieur à l'époque. J'ai choisi quelqu'un, un jeune méen. Je lui ai dit, voilà, vous avez tant, 45 minutes, je crois. Une demi-heure. Tu remplis une valise moyenne et tu sors. Ça s'est passé comme ça. Bonjour. Et avant les essais nucléaires, Monsieur le Président a convoqué l'ambassadeur de France, qui était Monsieur Gors. Je rappelle que c'était un homme charmant, et lui a dit textuellement, si la France, le gouvernement français, procède à de nouveaux essais nucléaires, ce sera extrêmement grave et nous en tirerons les conclusions. Et immédiatement après, Georges Gors, il était correct. Il était correct. Et immédiatement, dès que l'essai nucléaire a eu lieu, Monsieur le Président a signé les fameux décrets de mars, en commençant symboliquement par la nationalisation des terres de Borjo, qui symbolisait la colonisation en Algérie. Mais même en France, c'était des hommes les plus influents. Il influençait la politique française pour d'autres choses aussi. Il avait combien de députés, vous avez dit? Il avait 51 députés français se réclamaient de Borjo. Et à la fin de la guerre de libération en Algérie, lorsque les ultras ont essayé de passer le fameux amendement Salan, que disait cet amendement Salan? C'est que tous les militaires français de France retournent en France et ils forment une armée de pieds noirs. C'était pour la réplique de l'Afrique du Sud et créer le régime d'apartheid. Et cet amendement Salan a obtenu 81 voix au sein du Parlement français. Vous cherchez les archives, vous trouverez qu'à ce moment-là, il y avait 81 députés ultra qui étaient au sein de l'Assemblée nationale française. Et là, nous étions fin 61, enfin en 61. C'est vous dire qu'ils ont tout essayé. Ils ont essayé la partition également avec Peyrefitte, charcuter l'Algérie, après avoir échoué dans leur tentative de dissocier le Sahara du nord du pays. Donc concentrer les pieds noirs dans l'Oranie, les plus belles terres, etc. Créer une espèce de nouvel Israël et voir peut-être les Algériens des espèces de Bantoustan. Donc, c'est une drôle d'histoire. C'est une drôle d'histoire. Ça a commencé finalement. Et finalement, c'est ce monsieur, avec d'autres, bien sûr, d'autres hommes de son envergure, qui ont permis au peuple algérien de trouver les dirigeants capables de le mener vers l'indépendance à laquelle il aspirait. Avec quel argent? Alors, vous avez en face de vous un hors-la-loi, et c'est lui qui a organisé et fait le fameux hold-up de la Poste d'Oran en 1950. C'est moi qui a pris cet argent. Et cet argent a permis d'acheter les armes. C'est vous qui avez attaqué la banque? La Poste d'Oran. Oui. Parce qu'il fallait de l'argent, j'étais fauché. Et donc, cet argent a permis l'achat d'armes qui ont permis le déclenchement de la révolution du 1er novembre. Non, dès l'instant où on a fait ça, c'était inscrit, on allait faire absolument. Et il s'est évadé de la prison de Blida. Oui, une évasion sensationnelle qui, à elle seule, il faut 2 heures de tournage.
de quoi faire un film à sensation, son évasion de la prison de Blida en 1952 avec un compagnon de détention toujours en vie, Ahmed Massas. Dans des conditions, il n'y avait pas eu aucune évasion, n'avait réussi. Non, jamais de Jamais. cette prison, jamais. On est un goulek, si je n'avais pas été à l'époque athlétique, en athlétisme, j'étais champion de 1500 mètres, de 800 mètres. J'étais pas, je n'aurais jamais, parce que j'ai sauté. C'est une prison. Pourquoi on ne pouvait pas se l'attaquer? Parce que sur le mur, d'abord il y a un mur, pas extérieur, à l'intérieur. Puis il y a des rondes dans le couloir. Mais surtout parce qu'on avait installé une ligne électrique, de telle sorte que quand tu arrives même sur le haut, cette méthode-là, il faut que tu sautes au-dessus de la ligne, donc pour ne pas te ramasser. Si tu arrives en bas, tu es cassé déjà. Je n'étais pas cassé. Voilà. À l'époque, alors j'étais un sportif complet. J'étais champion de 400 mètres, j'ai sauté quand je suis tombé. Massas n'a pas pu se relever. Il était avec moi, c'est le problème de Massas. Mais moi, j'étais en pleine forme là. Il a su se tomber comme... Bon, alors, j'ai aidé Massas. Mais quand j'ai aidé Massas, c'est là où on a vu la ligne électrique. On ne la voyait pas quand on était à l'intérieur de la deck. C'est là, et c'est presque impossible. Il faut sauter en haut pour descendre jusqu'à 7 mètres dans le vide. Ben, moi, je me suis arrangé pour que, quand je tombe dans le vide, je me relève. Et que j'aide Massas pour que lui saute. Il saute avec moi. Et Monsieur le Président a été joueur professionnel à l'Olympique de Marseille. J'étais pendant quelques temps. Mais ça, c'est un épisode beaucoup plus connu que l'attaque de la banque d'Oran pour renflouer les caisses du FLN. Oui. En fait, c'est avant le congrès de la Soumam. Quand est-ce que vous attaquez la banque? En 1950. En 1950 Oui. Ah oui, alors c'est pas du tout, c'est bien avant le déclenchement de l'insurrection. Attendez, je fais le... Oui, mais l'insurrection n'est pas le produit d'une génération spontanée, il Non, fallait la préparer. bien sûr. Il fallait l'argent, il fallait acheter des armes, Monsieur le Président est allé. Et... Donc là, il est Non, là, c'est après l'indépendance. C'est après l'indépendance. Mais là, on voit le footballeur. Là, je jouais au foot, voilà. Je jouais bien, j'étais le demi-centre de Marseille. Je ne suis pas resté longtemps parce que j'ai perdu, alors que j'étais là-bas, j'ai perdu tous mes frères. Tout d'un coup. De votre famille? 3 frères, oui. 3 frères? Oui. Il ne restait plus personne. Il y avait plus d'un homme dans ma famille. Oui. Et donc j'ai dû rentrer pour voir ma mère et organiser un peu les choses pour qu'elle puisse manger. Voilà. Je reviens sur la période après la guerre. Une fois que vous êtes démobilisé, vous revenez en Algérie et vous êtes tout de suite donc militant de l'indépendance algérienne. Oui. C'est-à-dire que vous avez tout de suite commencé à travailler, à organiser ce qui allait être le déclenchement de la guerre de 54. J'étais habité par l'idée, c'était celle-là. Voilà. C'était ma vie, il fallait absolument. Non, il était impliqué dans le mouvement national bien avant d'avoir été appelé. Oui. Monsieur le Président n'était pas engagé et il a été appelé pour le service, ce qu'on appelait le service militaire. Il est parti dans le cadre du service militaire. Du service militaire. Oui. Donc mobilisé dans le cadre du service militaire. Mais avant d'y aller, il était déjà engagé dans le mouvement national. Il était déjà militant, actif, engagé et organisé, Marnia, les environs, etc. Et rendait très fréquemment visite à un grand leader du mouvement indépendantiste, Saleh Hadj. Il était Tlemcen. Il était Tlemcen à côté. Mais il a été ouvrier en France, voilà. Mais il a dit surtout ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, très loin,
Ils ont créé l'étoile L'étoile nord-africaine en en 1927. Belgique. En 1927. Je suis allé, j'ai visité Oui. le lieu Oui. dans la Belgique. هذاك c'était le congrès d'ONU. Wow. Venu après. Ils viennent. Oui, on arrête. Ce qu'ils avaient créé, l'étoile nord-africaine, il y avait Al Fassi, Oui, il y avait Bourguiba, oui, et il y avait Msali. oui. Il y avait Hadj Ali Abdelkader. Ouah, Abdelkader Hadj Ali. Il y avait Memchi. ouah. Il y avait toute une cuvée. Moi j'aime bien Une cette. cuvée, oui, c'est une cuvée. Un grand cru. Un grand cru, voilà. Un grand cru. Un grand cru.